Fermez les yeux un instant et imaginez le son doux des perles de tapioca qui roulent dans une cuve d'acier, la vapeur chaude du thé fraîchement infusé, et cette boisson née à Taïwan devenue un rituel mondial. Derrière chaque gorgée de thé au lait perlé se cache une chaîne industrielle précise, silencieuse, presque chorégraphiée, où la nature, la science et le temps travaillent ensemble pour créer une texture, un goût et une émotion reconnaissables entre mille. Tout commence bien loin des comptoirs lumineux des salons de thé, dans les champs tropicaux d'Asie du Sud-Est. Là, sous un soleil constant et des pluies régulières, pousse le manioc, une racine robuste qui nourrit plus de 500 millions de personnes à travers le monde. En Thaïlande et au Vietnam, principaux fournisseurs de l'industrie, les agriculteurs plantent les boutures de manioc dans des sols sablonneux, riches et bien drainés. Pendant 8 à 12 mois, la plante grandit lentement, stockant l'énergie du soleil sous forme d'amidon. Lorsque vient le moment de la récolte, les racines sont extraites, lavées sommairement sur place, puis chargées vers les centres de transformation. À leur arrivée à l'usine, les racines de manioc entrent dans un univers mécanique impressionnant. Des jets d'eau sous pression éliminent la terre résiduelle, puis des machines retirent l'écorce brunâtre pour ne conserver que la chair blanche. Chaque heure, plusieurs centaines de kilos sont traités. Le manioc est ensuite broyé finement, transformé en une pulpe humide qui sera pressée et séchée pour devenir une fécule pure. Cette poudre blanche, légère et presque impalpable, est l'âme des futures perles de tapioca. Dans un autre bâtiment, tout aussi essentiel, le thé attend son tour. Les feuilles proviennent de régions emblématiques du monde. Les thés noirs arrivent souvent d'Assam ou du Sri Lanka, réputés pour leur corps et leur intensité. Les thés verts viennent de Chine ou du Japon, appréciés pour leur fraîcheur végétale. Les thés oolong, enfin, sont sélectionnés à Taïwan ou dans le Fujian, où l'art de l'oxydation partielle est maîtrisé depuis des siècles. Avant d'être acceptés, les feuilles sont dégustées, analysées, comparées. Arôme, longueur en bouche, couleur de l'infusion, tout compte. Une fois validées, les feuilles sont nettoyées et débarrassées de toute impureté. Certaines usines utilisent des systèmes de ventilation circulaire pour séparer les particules légères, d'autres privilégient encore le tri manuel. Le séchage est une étape cruciale. Trop d'humidité et le thé risque de moisir. Trop de chaleur et les arômes s'envolent. Des fours à température contrôlée ou des déshumidificateurs industriels assurent cet équilibre délicat, préservant l'identité sensorielle de chaque lot. Pendant ce temps, la fécule de manioc reprend vie. Mélangée à de l'eau chaude, elle devient une pâte souple et élastique. Cette pâte est pétrie lentement jusqu'à obtenir une consistance homogène, puis envoyée vers des machines de formage. Là, en un mouvement continu, elle est découpée et roulée en billes parfaitement régulières, d'environ 6 mm de diamètre. Chaque minute, plusieurs kilos de perles crues naissent ainsi, uniformes, pâles, encore fragiles. Ces perles sont immédiatement plongées dans de grandes cuves d'eau bouillante. La cuisson dure près de 30 minutes. Sous l'effet de la chaleur, l'amidon se gélatinise, donnant naissance à cette texture si particulière, à la fois tendre et résistante sous la dent. À la sortie, un refroidissement rapide stoppe la cuisson et empêche les perles de se désagréger. C'est aussi à ce stade qu'un colorant alimentaire, souvent du caramel, leur confère cette teinte brun foncé devenue emblématique. En parallèle, le thé est infusé avec une précision presque scientifique. L'eau, purifiée et filtrée, est chauffée à la température idéale. Environ 95 degrés pour le thé noir, légèrement moins pour le thé vert ou l'oolong. Les feuilles sont placées dans de grands sachets ou des paniers métalliques, puis immergées pendant un temps strictement contrôlé. 3 à 5 minutes pour un thé noir, parfois moins de 2 minutes pour un thé vert délicat. Une seconde de trop, et l'amertume apparaît. L'infusion terminée, le thé est rapidement refroidi pour préserver ses arômes, puis filtré avec soin. À ce stade, certains fabricants ajoutent des ingrédients complémentaires, comme des purées de fruits ou des extraits naturels, afin de garantir une constance parfaite d'un lot à l'autre. Le thé devient alors une base stable, prête à être mariée au lait. Le mélange thé et lait respecte souvent un ratio simple, environ 70% de thé pour 30% de lait. Pour répondre aux nouvelles attentes, des alternatives végétales comme le lait d'amande ou d'avoine sont parfois utilisées. Le liquide est ensuite pasteurisé à 72 degrés pendant 15 secondes. Cette étape élimine les micro-organismes indésirables tout en conservant la fraîcheur du goût. Un refroidissement immédiat suit, scellant la qualité du produit. Les perles, désormais cuites, sont plongées dans un sirop sucré pendant plusieurs heures. Ce bain leur apporte douceur et brillance, tout en empêchant qu'elles ne sèchent. Certaines recettes intègrent du miel ou du sucre brun pour enrichir le profil aromatique.
Avant l'assemblage final, l'excédent de sirop est retiré, et les perles sont rincées légèrement pour atteindre l'équilibre parfait. À chaque étape, des contrôles sont réalisés. Texture des perles, intensité du thé, taux de sucre, tout est mesuré, goûté, ajusté. Rien n'est laissé au hasard, car derrière cette boisson apparemment simple se cache une exigence industrielle élevée, capable de reproduire des millions de fois la même sensation. Et ce n'est que le début du voyage. Lorsque les éléments principaux sont enfin prêts, le processus entre dans une phase où la précision industrielle rencontre l'expérience sensorielle. Dans les chaînes de production modernes, l'assemblage du thé au lait perlé n'est pas une simple addition d'ingrédients, mais une succession d'ajustements fins destinés à garantir une constance absolue. Chaque cuve, chaque tuyau, chaque valve joue un rôle dans la préservation d'un équilibre fragile entre douceur, amertume et texture. Le thé pasteurisé repose brièvement dans des réservoirs isothermes en acier inoxydable. Ces cuves sont maintenues à une température stable, légèrement au-dessus du point de réfrigération, afin d'éviter toute altération microbiologique. Des capteurs numériques surveillent en permanence le pH, la densité et la couleur du liquide. Une variation minime peut signaler un problème en amont, et la production est alors immédiatement interrompue. Dans cette industrie, mieux vaut perdre du temps que sacrifier la qualité. Pendant ce temps, les perles de tapioca poursuivent leur transformation. Après leur bain sucré, elles sont transférées sur des tapis drainants qui permettent d'éliminer l'excédent de sirop. Cette étape est essentielle, car des perles trop collantes risqueraient de s'agglomérer lors du conditionnement. Les opérateurs vérifient régulièrement leur élasticité en les pressant légèrement entre deux doigts. Une perle idéale doit reprendre sa forme instantanément, sans se fissurer ni s'écraser. Vient alors le moment de la rencontre. Dans une zone aseptisée, le thé au lait et les perles sont réunis selon des dosages stricts. Pour une portion standard de 500 ml, environ 60 g de perles sont ajoutées au fond du contenant. Cette quantité n'est pas choisie au hasard. Elle résulte de nombreuses études consommateurs menées dans différents pays, afin de déterminer le ratio offrant la meilleure expérience de dégustation, quel que soit le contexte culturel. L'ajout du liquide se fait ensuite par des buses de remplissage automatisées. Le débit est contrôlé à la milliseconde, prêt pour éviter les éclaboussures et garantir un niveau constant. L'air présent dans le contenant est chassé autant que possible, limitant l'oxydation et prolongeant la durée de conservation. Immédiatement après, les couvercles sont scellés hermétiquement. Certains formats utilisent des films thermosoudés, d'autres des capsules rigides, selon le marché de destination. Une fois emballées, les boissons sont acheminées vers des tunnels de refroidissement rapide. L'objectif est d'abaisser la température interne à environ 4 degrés en un temps très court. Ce choc thermique stabilise le produit et empêche la prolifération bactérienne. Les palettes sont ensuite stockées dans des chambres froides où la température et l'humidité sont contrôlées en continu. Dans ces conditions, les versions réfrigérées peuvent se conserver jusqu'à 6 mois sans perdre leurs qualités organoleptiques. Pour les marchés plus éloignés, une partie de la production est déclinée sous forme de kits ou de composants séparés. Les perles peuvent être conditionnées sèches, avec une durée de conservation dépassant 1 an. Le thé concentré est parfois stérilisé par des procédés à haute pression ou par traitement thermique avancé. Cette modularité permet aux marques de s'adapter aux contraintes logistiques tout en conservant l'identité du produit final. Le transport constitue une autre étape clé. Des camions frigorifiques prennent le relais, maintenant la chaîne du froid du site de production jusqu'au centre de distribution. Chaque véhicule est équipé de systèmes de suivi permettant de vérifier en temps réel la température et la durée du trajet. Une rupture, même brève, peut entraîner le rejet d'un lot entier. Cette rigueur explique en partie pourquoi le thé au lait perlé industriel inspire aujourd'hui un haut niveau de confiance chez les distributeurs internationaux. Au-delà de la technique, cette boisson raconte aussi une histoire culturelle. Née dans les années 80 à Taïwan, elle était à l'origine une expérimentation audacieuse, mêlant thé traditionnel et ingrédients sucrés modernes. En quelques décennies, elle a franchi les frontières, s'adaptant aux goûts locaux. En Asie, on la préfère souvent moins sucrée. En Amérique du Nord, les versions gourmandes et généreuses dominent. En Europe, l'accent est mis sur la qualité du thé et des ingrédients. Cette capacité d'adaptation a porté le marché mondial à plus de 20 milliards de dollars au début des années 2020. Les prévisions indiquent une croissance continue, portée par une clientèle jeune, curieuse et connectée. Les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans cette popularité, transformant chaque gobelet en objet visuel, presque artistique. Les couleurs, les couches, les perles brillantes deviennent des symboles immédiatement reconnaissables. Face à cette expansion, l'industrie innove sans cesse. Les versions à faible teneur en sucre gagnent du terrain. Des édulcorants naturels remplacent progressivement les sirops traditionnels. Certaines marques explorent même l'ajout de composants fonctionnels, comme des fibres, des vitamines ou du collagène, répondant à une demande croissante pour des produits perçus comme plus équilibrés. La recherche ne se limite plus au goût, mais s'étend à la sensation de bien-être associée à la consommation.
Malgré cette modernisation, le cœur du thé au lait perlé reste inchangé. Il repose sur des ingrédients simples, transformés avec soin, et sur une recherche constante d'harmonie. Chaque perle, chaque goutte de thé, est le résultat d'un dialogue entre la terre, l'eau et le savoir-faire humain. Et derrière les machines, il y a toujours des femmes et des hommes attentifs, garants de cette qualité invisible. Alors que les palettes quittent l'usine et prennent la route des cafés et des supermarchés, le voyage du thé au lait perlé est loin d'être terminé. Il s'apprête à vivre sa dernière métamorphose, celle qui se produit lorsque le consommateur soulève le couvercle, insère la paille et découvre, en une seule gorgée, le fruit de cette longue chaîne de gestes précis. Une fois arrivé dans les points de vente, le thé au lait perlé entre dans une nouvelle dimension, celle de l'usage, du geste quotidien et de l'émotion. Car si l'usine garantit la constance et la sécurité, c'est au moment de la dégustation que le produit révèle pleinement son sens. Dans les cafés spécialisés, les employés sont formés à respecter scrupuleusement les recommandations de préparation, surtout lorsque les composants arrivent séparés. Les perles sèches, par exemple, doivent être réhydratées et cuites avec une précision quasi rituelle. Trop peu de cuisson, et le cœur reste dur. Trop longtemps, et la texture devient pâteuse. Dans les cuisines arrières, de grandes casseroles d'eau frémissante accueillent les perles, qui dansent lentement avant de s'alourdir et de couler. Le temps est compté, souvent entre 25 et 30 minutes, suivi d'un repos contrôlé. Ce moment est crucial, car il permet à l'amidon de se stabiliser et à la texture d'atteindre cet équilibre si recherché, à la fois moelleux et résistant. Les perles sont ensuite égouttées, puis plongées dans un sirop tiède qui leur redonne brillance et souplesse. Ce geste simple, répété des milliers de fois chaque jour à travers le monde, relie directement le consommateur final au champ de manioc d'Asie du Sud-Est. Le thé, de son côté, est souvent conservé sous forme de concentré. Il est dilué, ajusté, parfois mélangé à la demande. Dans de nombreux établissements, le client choisit le niveau de sucre, la quantité de glace, le type de lait. Cette personnalisation est l'un des secrets du succès du thé au lait perlé. Elle donne l'illusion d'un produit unique, façonné sur mesure, même lorsqu'il repose sur une base industrielle parfaitement standardisée. Ce contraste entre standardisation et personnalisation est fascinant. D'un côté, des chiffres, des normes, des protocoles stricts. De l'autre, une expérience intime, presque ludique. La paille large transperce le film protecteur dans un petit bruit sec, annonçant le moment attendu. Les perles remontent, entraînées par l'aspiration, et viennent heurter le palais. Cette interaction physique, rare dans une boisson, explique en grande partie l'attachement émotionnel qu'elle suscite. On ne boit pas seulement, on mâche, on joue, on ralentit. Derrière cet instant de plaisir se cache aussi un enjeu économique et social majeur. La popularité mondiale du thé au lait perlé a transformé des filières entières. La demande croissante en manioc a offert de nouvelles opportunités aux agriculteurs, tout en posant des questions de durabilité. Dans certaines régions, des programmes ont été mis en place pour encourager des pratiques agricoles plus responsables, limitant l'érosion des sols et la déforestation. L'industrie, consciente de sa dépendance à ces ressources, commence à investir davantage dans la traçabilité et la certification. Le thé, lui aussi, est concerné. Les grandes marques collaborent de plus en plus avec des plantations engagées dans des démarches équitables. Conditions de travail, rémunération, gestion de l'eau, autant de critères qui influencent désormais les choix d'approvisionnement. Même si ces efforts restent encore inégaux, ils témoignent d'une prise de conscience progressive. Le thé au lait perlé, boisson moderne par excellence, ne peut plus ignorer les attentes éthiques de sa clientèle. Sur le plan scientifique, la recherche continue d'explorer les propriétés de cette boisson. Les perles de tapioca sont composées presque exclusivement d'amidon, un glucide complexe qui apporte de l'énergie mais peu de micronutriments. Pour répondre aux critiques nutritionnelles, certains fabricants expérimentent des perles enrichies en fibres ou en extraits végétaux. D'autres travaillent sur des alternatives à base de konjac ou de graines de basilic, offrant des textures différentes tout en modifiant l'impact glycémique. Le thé, quant à lui, conserve ses atouts naturels. Riche en polyphénols, il est étudié pour ses effets antioxydants. Le défi consiste à préserver ces composés sensibles lors des traitements industriels et de la conservation. Des procédés de plus en plus doux sont testés, combinant contrôle thermique précis et technologies émergentes. L'objectif est clair, offrir une boisson plaisante sans trahir les qualités intrinsèques du thé. Dans les rues des grandes villes, les boutiques de thé au lait perlé sont devenues des lieux de rencontre. On s'y retrouve entre amis, on y travaille, on y observe. Le décor est souvent minimaliste, lumineux, pensé pour être photographié. Chaque gobelet devient un accessoire social, un marqueur d'appartenance à une culture urbaine globale. Ce phénomène dépasse largement la simple consommation alimentaire. Il touche à l'identité, au partage, à la façon dont une boisson peut créer du lien. Et pourtant, malgré cette modernité apparente, le thé au lait perlé reste profondément enraciné dans des traditions anciennes. Le thé, boisson millénaire, et le manioc, plante nourricière ancestrale, se rencontrent dans une alliance inattendue.
Leur transformation industrielle n'efface pas cette histoire, elle la prolonge sous une autre forme. Chaque innovation, chaque nouvelle recette, s'inscrit dans cette continuité discrète. À mesure que les tendances évoluent et que les attentes changent, le thé au lait perlé poursuit sa métamorphose. Il s'adapte, se réinvente, sans jamais perdre ce qui fait son essence. Et tandis que le consommateur savoure les dernières perles au fond du gobelet, une question demeure en suspens, prête à ouvrir le prochain chapitre de cette histoire en constante évolution. Alors que le thé au lait perlé poursuit son expansion à travers le monde, l'industrie se trouve aujourd'hui à un tournant décisif. La popularité massive de cette boisson, autrefois perçue comme une simple gourmandise, oblige désormais les fabricants à repenser leurs méthodes, leurs recettes et même leur rôle dans la société. Produire des millions de portions chaque jour ne consiste plus seulement à satisfaire une demande, mais à anticiper des attentes nouvelles, plus complexes, plus conscientes. L'une des évolutions les plus visibles concerne la réduction du sucre. Longtemps associé à des saveurs riches et très sucrées, le thé au lait perlé s'adapte progressivement à des palais en quête d'équilibre. Dans les laboratoires de recherche et développement, des équipes testent des centaines de combinaisons pour maintenir le plaisir tout en diminuant l'apport calorique. Sirops allégés, sucre naturel issu de fruits, fermentation partielle, chaque solution est étudiée pour préserver la texture et l'arôme sans rompre l'harmonie globale. Cette recherche d'équilibre s'étend aussi aux matières grasses. Les laits végétaux, autrefois proposés comme simple alternative, deviennent aujourd'hui des choix centraux. Lait d'avoine pour sa douceur, lait d'amande pour sa légèreté, lait de soja pour sa stabilité, chacun apporte une signature différente. Leur intégration dans les chaînes industrielles a nécessité des ajustements techniques, notamment lors de la pasteurisation, car leur comportement thermique diffère du lait animal. Ces défis ont accéléré l'innovation et ouvert la voie à des recettes plus inclusives. Parallèlement, l'impact environnemental est devenu un sujet incontournable. La production de gobelets, de paille et d'emballage a suscité de nombreuses critiques. En réponse, certaines marques expérimentent des matériaux biodégradables ou recyclables, tandis que d'autres encouragent l'utilisation de contenants réutilisables. Ces initiatives, encore marginales à l'échelle globale, traduisent néanmoins une volonté de transformation. Car derrière chaque boisson consommée, il y a une empreinte écologique bien réelle. Le manioc, ingrédient clé des perles, fait également l'objet d'une attention croissante. Sa culture intensive peut fragiliser les sols si elle n'est pas maîtrisée. Des partenariats se développent entre industriels et agriculteurs pour promouvoir des rotations de cultures, une meilleure gestion de l'eau et une utilisation raisonnée des terres. Ces programmes visent à sécuriser l'approvisionnement à long terme tout en protégeant les écosystèmes locaux. Le succès mondial du thé au lait perlé dépend désormais aussi de la santé des champs qui le nourrissent. Sur le plan technologique, l'automatisation continue de progresser. Les lignes de production deviennent plus intelligentes, capables d'ajuster en temps réel certains paramètres en fonction des données recueillies. Température, viscosité, temps de cuisson, tout peut être modifié automatiquement pour compenser une variation de matière première. Cette précision réduit les pertes, améliore la constance et renforce la sécurité alimentaire. L'usine moderne ressemble de plus en plus à un organisme vivant, sensible et réactif. Mais malgré cette sophistication, l'humain reste indispensable. Les dégustateurs professionnels, par exemple, conservent un rôle clé. Aucune machine ne peut encore remplacer totalement le jugement sensoriel, la capacité à percevoir une nuance, une longueur en bouche, une sensation subtile. Ces experts goûtent, comparent, ajustent. Leur mémoire gustative devient une référence, un pont entre la tradition et l'innovation. Le thé au lait perlé influence aussi les habitudes de consommation. Dans de nombreux pays, il a contribué à démocratiser le thé auprès de générations qui s'en détournaient. Il a transformé une boisson parfois perçue comme austère en une expérience ludique et accessible. Ce phénomène a, par ricochet, stimulé l'intérêt pour d'autres formes de thé, plus simples, plus authentiques. Ainsi, une boisson sucrée a paradoxalement ravivé la curiosité pour un patrimoine millénaire. À l'échelle culturelle, le thé au lait perlé est devenu un langage universel. Son nom varie, ses recettes changent, mais son principe reste compris partout. Il incarne une forme de mondialisation douce, où les influences se croisent sans s'effacer. Chaque pays y ajoute sa touche, un ingrédient local, une préférence de texture, une manière de servir. Cette diversité nourrit l'innovation et empêche la boisson de se figer dans une formule unique. En observant cette trajectoire, on comprend que le thé au lait perlé n'est pas qu'un produit de consommation. C'est un reflet de notre époque, de nos contradictions et de nos aspirations. Il mêle plaisir et industrie, tradition et technologie, instantanéité et chaîne longue de production. Il raconte comment une idée simple peut voyager, se transformer et fédérer des millions de personnes autour d'un goût commun. Alors que le monde continue de changer, le thé au lait perlé évoluera encore. De nouvelles recettes verront le jour, de nouvelles contraintes apparaîtront, de nouveaux équilibres seront recherchés. Mais au fond, son essence restera la même. Un dialogue entre la terre et l'homme, entre le champ et le gobelet, entre le geste industriel et l'instant de dégustation.